Les relations sexuelles avec des mineurs sont interdites par la loi togolaise. Elle considère cet acte comme un crime de pédophilie, que ce soit avec ou sans consentement du mineur. Le nouveau code pénal, en son article 224, définit la pédophilie en partie comme tout rapport ou attouchement sexuel de quelque nature que ce soit commis par une personne majeure sur la personne d'un enfant de moins de 15 ans. C'est ce qui a conduit Mpopi Mukpa devant la cour d'assises. Étudiant en histoire et pasteur de l'église du christianisme céleste, il est accusé depuis juillet 2018 d'avoir entretenu des relations sexuelles avec une fillette du nom de Joyce Mboba Safou, âgée de 14 ans et lui de 24 ans au moment des faits. Le ministère public, dans son réquisitoire, a rappelé les dispositions du code pénal sur les cas de pédophilie au Togo. Pour que le pédophilie soit constitué, il faut non seulement un acte impudique, mais aussi que ce acte soit commis par un majeur sur la personne d'un mineur. Peu importe le sexe, que ce soit une fille, un mineur, que ce soit un petit garçon. Le même article va en punissant de 10 à 20 ans de réclusion criminelle et d'une peine d'amende de 5 millions à 50 millions, celui ou ceux qui commettront cette infraction. Je vous supplie de ne pas perdre de vue les conséquences désastreuses de ce crime sur la petite Joyce. Car il faut comprendre que lorsque la sexualité, monsieur le président, lorsque la sexualité fait éruption dans la vie de l'enfant à un moment où il n'est pas prêt psychiquement à la vie, cela constitue pour lui un traumatisme, un choc violent. Joyce même là déclarait devant le juge d'instruction que depuis la date de fait, je cite, j'ai peur des garçons. Si ce monsieur le président, je reviens une presse déclaré d'accusé ou pas, ou copie, ou pas, les faits de pédophilie à lui reprocher. Et en répression, afin de décourager l'éventuel candidat à la pédophilie, le condamner à 15 ans de réclusion criminelle et à 5 millions d'amende. L'avocat de la défense a relevé certaines défaillances dans le dossier de son client et a plaidé pour des circonstances atténuantes au cas où il ne bénéficierait pas d'un acquittement, ce qui a joué en faveur de l'accusé au moment de la délibération. Entendu qu'il résulte de la déclaration de la Cour qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé, entendu que la partie civile n'a pas comparu, qu'il convient de donner défaut contre elle et de réserver ses droits. Vu l'article 224 du nouveau code pénal, condamne l'accusé Mukpa Mpopi à 5 ans de réclusion et à 25 millions d'amende. Donne défaut contre la partie civile et réserve ses droits. Condamne l'accusé au départ. L'inculpé est désormais fixé sur son sort. Un sentiment mitigé pour son avocat, Maître Komla Akmosonia. Je m'attendais à l'acquittement de mon client parce que la pédophilie c'est une infraction spéciale qui doit s'appuyer sur des pièces, surtout des pièces d'identité qui soient régulières et authentiques. Il n'y a pas d'acte de naissance régulé au dossier, ce qui veut dire qu'on ne peut pas apprécier l'âge de la victime. Par conséquent, la pédophilie qui concerne les victimes de moins de 15 ans, selon les dispositions de l'article 224 du code pénal, ne saurait être appréciée par rapport à cet acte-là. Par rapport à la condamnation, je ne suis pas satisfait, mais par rapport au canton, je dirais que c'est un peu mieux que les réquisitions du ministère public. La pédophilie est de plus en plus récurrente dans la société avec des conséquences graves sur les victimes. Selon les défenseurs des droits de l'enfant, les relations sexuelles sur mineurs nuisent à leur développement et à leur épanouissement. Les parents sont donc appelés à plus de vigilance et de responsabilité dans la protection de leurs enfants.
La vente aux enchères publiques est un mécanisme structuré de négociation par lequel un agent économique met en concurrence plusieurs autres agents en vue de leur vendre ou de leur acheter des biens ou des services aux meilleures conditions dans un laps de temps. Cette vente aux enchères publiques, selon l'histoire, provient de la France. La vente aux enchères publiques est organisée au Togo depuis des années, mais reste très peu connue des citoyens. Cette prison a été visible dans le temps, comme d'ailleurs actuellement. C'est les huissiers qui faisaient le travail. Ça s'est répandu aussi au Togo ici. Au Togo, la prison existait. Par la loi de 1932, par les huissiers. Mais la loi qui nous régit actuellement, la loi 040-2011, signée par le président. Cette opération se déroule périodiquement après un appel d'offres. Les acteurs clés à la matière expliquent ici le processus, les étapes et les démarches à suivre pour une vente aux enchères publiques. Comment se déroule la vente? Dans le cas de vente judiciaire, par exemple, l'huissier va, l'avocat prête le dossier, l'huissier il procède à l'exécution de la décision, et quand l'intéressé ne paye pas, l'huissier va saisir, et le commissaire priseur maintenant, il écrit au débiteur que votre dossier est à notre niveau, nous vous demandons de vous rapprocher de nous pour le paiement, pour qu'on vous libère les effets saisis. S'il vient, s'il paye avant le démarrage de la vente, on lui restitue les effets. Mais s'il ne paye pas, la vente a lieu. Dans la vente judiciaire, par exemple, lorsque je juge, je vous délivre un bordereau d'adjudication. Je vous dis, d'abord, on met l'objet en vente. Mise à prix, 20 000. 30 000, 50 000, 60 000, 60 000 une fois, 100 000 deux fois, 100 000 trois fois. S'il n'y a plus personne, avec mon marteau, j'adjuge. Je tape sur l'objet. C'est le fait de taper l'objet avec mon marteau qui clôt le dossier. La vente aux enchères publiques se déroule sous la supervision du commissaire-priseur. Qui est cette personnalité? Quelle est sa mission? Les réponses, les voici. Votre commissaire-priseur, il faudra que vous ayez une maîtrise en droit privé et une connaissance d'histoire, une attestation d'histoire de l'art ou d'histoire dans une université ou autre. Vous avez un master en droit privé et ensuite une attestation d'histoire. Le ministère lance un concours d'accès au centre de formation des professions judiciaires qui est à l'université. Quand vous réussissez, faites 2 années. Faites 2 années de cours théorique. Et au mois de cours théorique, en ce moment-là, vous venez, on vous répartit dans les cabinets pour 2 ans aussi. Donc, c'est cumulatif. Et pour 2 années maintenant, vous faites votre mémoire. Quand vous êtes admis, vous n'êtes pas commissaire priseur. Vous êtes titulaire du diplôme de priseur, mais le titre commissaire priseur est nommé par notre chancellerie, par le ministère de la Justice. Les commissaires priseurs sont des officiers ministériels chargés de procéder dans des conditions fixées par les lois et règlements en vigueur à la vente d'enchères publiques des meubles et effets mobiliers corporels. Dans le processus de vente aux enchères publiques, le commissaire-priseur et son équipe sont confrontés à d'énormes difficultés. Les gens font la folle enchère et disparaissent. Il y a des gens qui font une coalition entre eux et puis on laisse une personne monter l'enchère. Et puis ils se disent entre eux, ne montez pas jusqu'à tel montant. Et que nous souhaiterons que nos ventes aux enchères publiques, que les ventes judiciaires, les ventes volontaires soient confiées uniquement au commissaire-priseur puisqu'on n'est pas nombreux. Le souci majeur pour les acteurs est de poursuivre les actions pour promouvoir le secteur. Ils souhaitent que leurs doléances soient prises en compte dans la prise des décisions. C'est très important, très capital pour toute personne. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui pensent qu'ils sont jeunes. C'est très capital pour toute personne de pouvoir entreprendre. Entreprendre, c'est mettre en pratique une idée de projet. Vous essayez de mettre l'idée en pratique, de faire en sorte que cette idée-là puisse vous produire un revenu qui vous permette de vivre plus décemment. Voilà qui explique l'idée et la nécessité d'entreprendre. L'entrepreneuriat constitue de nos jours une solution aux problèmes de pauvreté, de chômage ou de sous-emploi. Ce qu'a compris la plupart des citoyens togolais qui se lancent dans ce domaine. Mais malheureusement, peu sont ceux qui résistent aux difficultés et font prospérer leurs entreprises.
Cependant, il existe bien des facteurs de réussite en entrepreneuriat. Le professeur Mafobaïchi Nantob, spécialiste en création et gestion d'entreprise, évoque lui la formation et surtout l'originalité de l'idée d'entreprise. Les meilleures entreprises ont toujours été celles-là qui viennent des idées de leurs créateurs. Quand vous aimez la chose, vous êtes prêt à tout faire pour que ça réussisse. Il y a une petite formation donnée peut-être à ceux-là qui s'intéressent à ça, à la création d'entreprises, et de leur dire que l'élément moteur, l'élément essentiel se trouve en eux-mêmes. L'un des facteurs de risque à la faillite est le financement de projets. Mais là encore, il existe des solutions pour s'en sortir et mener à bien ses activités entrepreneuriales. Toute idée d'entreprise est d'abord en miniature. Et ce n'est pas avec des millions qu'on commence une entreprise en réalité. De la même façon que je dis que l'entreprise à 0 francs est une mauvaise explication, une sorte d'aberration pour le peuple qui ne comprend pas ça et que nous aussi nous ne comprenons pas. Parce qu'il s'agit, dans le cas de l'entreprise à 0 francs, d'une entreprise où les investissements de base ne sont pas capitalisés. Donc il y a plein d'entreprises qui commencent comme ça et qui finissent par devenir de grandes entreprises. Maintenant, quand les gens s'attendent au financement, c'est parce qu'ils ont des idées qui portent loin, mais ils ne savent pas quel est le premier pas de l'escalier à emprunter. Même ceux qui sont en haut là-bas, ils vous diront que personne n'a voulu les financer. Donc, il faut peut-être commencer par des petites choses, les maîtriser, être sûr de garantir la prospérité de l'entité aussi petite avant de penser à son agrandissement. Mais si vous commencez en même temps, pour un simple élevage, vous allez vous payer 1000 pondeuses par exemple. Comment vous allez les nourrir quand vous ne savez pas nourrir une seule pondeuse? Donc au départ, nous prions les gens de ne pas avoir des ambitions trop exagérées, d'être dans le réel, de commencer à petits coups. Il y a un temps d'observation avant de faire une application grandiose. À ces solutions pour une réussite en entrepreneuriat s'ajoute la confiance en soi et la détermination. Des gages indispensables pour emmener à bon port son entreprise et pouvoir jouir pleinement de ses fruits. Une mort prématurée, que ce soit des accidents ou ceux-là qui sont partis parce que le Seigneur les a appelés, c'est Dieu qui a donné, Dieu a repris, et nous prions le Seigneur de les accueillir dans son royaume. Et que nous aussi, que nos frères qui sont morts prient pour nous, afin que nous, dans l'avenir, on puisse les rejoindre. Que le Seigneur les accorde la paix éternelle. Et je vais demander à tout le monde de se donner à Dieu, de prier, car la mort, elle est éternelle pour tout le monde. Donc, que chacun de nous essaie de se confier à Dieu et que le Seigneur leur accorde la paix quand ils vont mourir. Je suis là pour Louis Bouger, ma petite sœur, qui n'est plus depuis 15 ans.
Et sincèrement, c'est une journée spéciale pour moi. C'est vrai qu'elle n'est plus. Ça m'a beaucoup marqué. Jusqu'à présent, ça me tient encore. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Généralement, nous disons que les morts ne sont pas morts. Seulement, ils ont changé de demeure. Même si leur demeure ici-bas est détruite, il y a une autre demeure éternelle. Et pour nous, les chrétiens catholiques, la tombe signifie pour nous la porte du paradis. C'est par là que nous devons passer avant de rentrer au paradis. Et comme certains le disent, la mort, c'est un examen qu'on ne choue pas. Si ton tour vient, ça vient. Et nous devons toutefois prier pour eux, parce que personne, ou bien l'homme le plus parfait sur la terre, commet le péché 7 fois par jour. Donc il y a la nécessité de prier pour eux, de demander des messes pour eux, pour que Dieu puisse avoir pitié et miséricorde. Et eux aussi, lorsqu'ils seront un jour au paradis, ils vont intercéder aussi pour nous. C'est une question de foi. Et selon les enseignements du magistère, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église, il y a une certaine indulgence, ceux qui visitent les tombes pour la méditation, pour avoir cette conscience que l'homme est fragile. L'homme est fragile, l'homme est vulnérable. Donc de considérer les morts comme les premiers partants. Et un jour, nous aussi, nous allons aboiter leur pas. Et on devait se préparer. Ce que nous venons de faire, c'est la bénédiction des tombes avec l'aspersion de l'eau bénite et l'encensement. L'encensement, c'est le signe de la divinité que nos prières s'élèvent vers Dieu comme la fumée de l'encens. L'aspersion, l'eau bénite, c'est signe de vie et signe de purification.